économique et de terrorisme. Un rapide rappel pour Monsieur Sébastien Ajavon et 3 prévenus. Le tribunal de première instance de Cotonou a relaxé ces 4 personnes alors qu'elles étaient renvoyées devant une juridiction répressive pour trafic international de stupéfiants. Ils ont été relaxés le 4 novembre 2016. Depuis, compte tenu de ce que subit personnellement M. Sébastien Ajavon, celui-ci a fait le choix de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples contre l'État du Bénin. Ont plaidé Maître Isiaka Moustapha, mon fils Maître Julien Ben Simon et moi-même, et nous attendons dans les prochaines semaines une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. 2 ans après cette relaxe, le 24 septembre 2018, M. Sébastien Ajavon et les 3 autres personnes qui étaient avec lui devant le tribunal reçoivent une convocation devant la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme pour une audience d'aujourd'hui, 4 octobre. Outre le fait qu'être convoqué 8 jours plus tôt pour une audience de cette importance, puisque si nous sommes en matière de trafic international de stupéfiants, la condamnation peut aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement ferme. Outre le fait que cette Cour de répression statue en premier et dernier ressort, c'est-à-dire que si la condamnation est prononcée, la personne va en prison sans pouvoir interjeter appel. Outre le fait que la convocation de nos clients ne mentionne pas la raison pour laquelle ils sont convoqués, ce qui enfreint les règles les plus élémentaires du droit international et des droits de la défense, chacun devant savoir pour quelle raison il est renvoyé devant une juridiction. Ces 4 personnes ont décidé de ne pas être présentes à l'audience de ce matin. Elles en ont parfaitement le droit au regard du droit international, mais également au regard du Code de procédure pénale béninois. Elles peuvent, si elles le souhaitent, être purement et simplement représentées. Et c'est ainsi que M. Sébastien Ajavon a mandaté un collège de 10 avocats, 7 du barreau du Bénin, 1 du barreau de Côte d'Ivoire et 2, mon fils et moi, du barreau de Paris. Nous nous sommes présentés à l'audience ce matin tout à fait normalement. Aucun problème devait apparaître. Nous avions à la fois les documents qui nous permettent de présenter la demande de nos clients pour être représentés, les lettres, et également nos propres lettres de constitution. Quelle n'a pas été notre surprise d'apprendre que non seulement le procureur spécial de cette Cour de répression, mais semble-t-il la Cour également, considérait que si M. Sébastien Ajavon n'était pas là ce matin, s'il n'était pas présent à l'audience, alors nous, avocats, qui portons toujours la parole, c'est notre métier, et qui assurons la défense, ne pouvions même pas dire le premier mot. Nous n'avions pas la parole, nous n'étions pas partis au procès, nous ne pouvions pas défendre nos clients. Un débat a eu lieu, mes confrères béninois, qui connaissent parfaitement la procédure, ont rappelé l'article 428 du Code de procédure pénale béninois, qui dit expressément qu'un prévenu renvoyé devant une juridiction répressive a le droit d'être représenté. C'est la règle, c'est la loi, mais non. Cette règle, cette loi connue de tous, parfaitement répertoriée, acceptée depuis toujours au Bénin conformément à son code, cette règle aujourd'hui n'était plus respectée. Le déni de la présence de l'avocat a été exprimé ce matin par cette juridiction qui, bien embarrassée et après avoir été délibérée sur le sujet, a préféré purement et simplement renvoyer cette affaire à 15 jours avec injonction faite à nos clients de comparaître personnellement à l'audience du 18 octobre dernier. Voilà la situation que nous avions à dénoncer aujourd'hui, car je ne suis qu'un avocat étranger. Je suis un avocat du barreau de Paris, mais cette situation
est véritablement inadmissible. Les avocats présents avaient le devoir, en leur âme et conscience, d'exprimer la défense de leurs clients. Ça leur a été retiré. Oui, créer une insécurité totale, non seulement aux personnes qui devaient comparaître, mais à nous tous, si les choses devraient continuer de cette manière-là. Ce n'est pas la peine de revenir sur le fond du dossier, on n'est pas ici pour ça. Mais la question que chacun de vous pourrait se poser, est-ce que quelqu'un qui est poursuivi pour une infraction, qui a été relaxé par une juridiction, il n'a pas fait appel. C'est le procureur général qui a fait appel. Donc il n'est pas appelant la cause. Lorsqu'on va devant une juridiction d'appel, encore que je ne sais pas si la cliente est une juridiction d'appel, c'est un autre débat. Mais lorsque vous comparaissez devant une juridiction d'appel, la première question qu'on vous pose, c'est l'appelant qu'on pose la question, pourquoi vous avez fait appel? Parce que c'est vous qui n'êtes pas d'accord avec la décision. C'est vous qui querellez la décision. Donc c'est à vous de dire pourquoi vous avez fait appel. Un prévenu qui a été relaxé, qui n'a pas fait appel, on n'a pas à lui poser la question même en premier. Alors la loi fait un arrangement pour dire, lorsque vous n'êtes pas poursuivi, parce que ici, lorsque la personne est relâchée, il n'y a pas de mandat, il n'y a rien contre lui, il est toute liberté. Il peut choisir de dire, je ne comparais pas, je me fais représenter. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont écrit régulièrement à la Cour pour demander à être jugés en leur absence. Ce qui est prévu par non seulement les tests internationaux, mais également par le droit positif béninois, notamment par l'article 428 du Code de procédure pénale béninois. Mon confrère vous l'a rappelé. Mais quand c'est le cas, l'avocat présente la lettre et on reçoit sa constitution. Celui qui n'est pas là, il ne peut pas venir remettre une lettre par un jeu de l'esprit, du Saint-Esprit. On l'a toujours fait, ça s'est toujours passé comme ça, ce n'est pas inédit, ça ne s'est pas passé pour la première fois, c'est un arrangement légal qui a été prévu par le législateur, qu'on a toujours utilisé dans les prétoires au Bénin ici. Mais subitement aujourd'hui, non seulement on dit qu'on ne doit pas parler, parce qu'on ne doit même pas remettre la lettre, parce que nos clients ne seraient pas là. Il a fallu un long débat, une suspension avant qu'on accepte la lettre, mais toujours notre constitution n'a pas été reçue, donc on n'a pas accepté qu'on se constitue pour défendre les gens. On pense que pour un avocat c'est frustrant, ce n'est pas acceptable. C'est pour ça que nous avons décidé de tirer la sonnette d'alarme, de prendre à témoin l'opinion publique nationale et internationale pour que les gens comprennent que ce qui se joue n'est plus du droit, mais ça ressemble à autre chose. Alors, lorsqu'on renvoie, parce que même la loi dit, si la lettre est présentée, on reçoit la Constitution, on commence les débats, au cours des débats, la Cour, le tribunal peut estimer qu'à l'étape où on est dans les débats, c'est nécessaire d'entendre la personne. Il peut ordonner maintenant que la personne comparaisse. Et même dans ce cas, la personne peut toujours choisir de ne pas comparaître. Il le fait à ses risques et périls. Parce qu'on dit dans ce cas, même s'il refuse, la décision lui est réputée contradictoire. Donc il prend sur lui le risque de ne pas venir, mais il ne peut pas dire après que c'est une décision de défaut. Donc le seul risque qu'il prend, c'est pour lui-même. Alors la personne choisit. Vous prenez acte de sa décision et les défenseurs vont présenter ces observations. Mais on ne nous a pas permis de parler ce matin, on ne nous a pas permis de nous constituer. Et c'est pour cela que nous avons décidé de vous réunir et de vous dire réellement ce qui s'est passé et de partager avec vous notre inquiétude pour que vous puissiez relayer ça, pour savoir que nous avons le sentiment que nos clients ne sont pas en sécurité, ils sont plutôt en danger. Parce que si on exige leur comparution, alors qu'on n'a même pas commencé les débats, alors que les débats n'ont pas révélé qu'on a besoin de leur comparution, on aurait pu nous laisser commencer les débats. Et chemin faisant, on constate à travers les déclarations des uns et des autres qu'il était nécessaire de les entendre. En ce moment, on peut ordonner leur comparution. Et je vous ai dit que même à ce niveau, ils ont encore le choix de dire on ne comparait pas. Là, ils prennent le risque de ne pas comparaître. C'est leur risque et péril. Donc, c'est vraiment inadmissible ce qui s'est passé. Et c'est pour cela que nous avons décidé de donner de la voix. Je pense que le dossier est en cours, donc ce n'est pas ici qu'on ira dans les détails du fond du dossier, mais nous avons voulu que l'opinion publique sache ce qui s'est passé et nous ne sommes pas du tout d'accord. Nous élevons la plus vive protestation. Je vous remercie. Merci, M. Siaka. Vous voyez vos clients
en sécurité, est-ce que vous jugez d'abord la Créette habilitée à connaître d'une affaire? La décision, je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons plaidé cette affaire au mois de mai et la Cour, au mois de septembre, nous a demandé de confirmer les préjudices subis. Nous avons donc un espoir d'obtenir une décision qui sera une décision de qualité pour M. Sébastien Ajavon. Est-ce qu'aujourd'hui, cette affaire peut avoir un lien? Nous n'en savons rien. On peut cependant l'imaginer. On peut cependant l'imaginer car l'État béninois, devant cette Cour africaine des droits de l'homme, n'a eu de cesse de prétendre que les recours formés n'avaient pas été purgés au Bénin. Et vous savez très bien que la Cour africaine ne peut pas être saisie si les voies de recours n'ont pas été purgées en interne dans le pays d'origine. Peut-être utiliseront-ils cette procédure qui est arrivée à la hussarde, dont plus personne n'attendait son existence, comme je vous l'ai dit, convoquée pour 8 jours après, ce qui est parfaitement inadmissible, pour essayer d'influer sur la Cour africaine des droits de l'homme. Je n'en sais rien, c'est une possibilité. Le deuxième point par rapport à notre audience de ce matin, il faut garder en mémoire un élément déterminant, un adage juridique qui s'applique dans le monde entier, à savoir que quand une personne a été jugée pour des faits, elle ne peut pas être jugée une deuxième fois pour les mêmes faits. Monsieur Sébastien Ajavon et les 3 personnes qui étaient avec lui ont été relaxées. Alors qu'elles risquaient entre 10 et 20 ans de prison. Elles ont été relaxées par une juridiction du tribunal de Cotonou. Cette décision est devenue définitive, nous le savons, et nous l'aurions plaidé ce matin si on nous avait laissé la parole. On nous a muselés, on nous a empêchés de parler. On est allé à l'encontre même du principe de notre profession. Pour juger quoi? Une affaire qui n'existe plus, puisque le jugement est définitif. On revient devant une juridiction pour la même affaire. Et nous savons que c'est pour la même affaire, parce que même si dans la convocation il n'est rien indiqué, ce qui est aussi inadmissible, je l'ai déjà dit, on le sait que c'est pour cette affaire, car les témoins de cette affaire de cocaïne étaient convoqués, parce que les 4 prévenus de cette affaire de cocaïne étaient également convoqués. Donc on sait qu'on recherche ici, au Bénin, le moyen de rejuger une affaire qui a déjà été largement jugée. Il y a de quoi dénoncer le non-respect des règles élémentaires, des principes généraux du droit, des droits de la défense et aller jusqu'aux droits de l'homme. C'est ce que nous faisons et c'est pour ça que nous sommes là ce soir, devant vous. S'il aurait fait ça, il faut retenir que cette convocation a été délaissée le 24 septembre. Au moment où il le faisait, M. Ajavon n'était pas au Bénin. Vous savez, c'est un homme d'affaires d'envergure internationale. En un mois, il voyage au moins 1 fois par mois. Donc il était déjà parti quand la convocation a été délaissée. Donc il avait des rendez-vous sur le plan international. Mais cela dit, rien ne l'oblige juridiquement à être là ce matin. La loi lui permet de se faire représenter. Et c'est ce qu'il a fait. Ça ne veut rien dire. C'est la loi qui a permis cela. C'est la loi qui a dit qu'une personne convoquée peut demander à être jugée en son absence. Parce que nous, on ne veut pas aborder le fond. Mais pour nous, cette affaire est terminée. Parce que l'appel sur lequel je ne veux pas aller dans les détails parce que le dossier, je ne le plaidais pas ici, mais l'appel sur lequel il se fonde, l'appel est inexistant. Ça n'existe pas là où ça doit exister. Donc ce dossier, on ne pourrait même pas l'enrôler, puisque cet appel n'est pas régulier. Donc il faut savoir, raison de plus pour lui, pour demander c'est son droit. Donc le 18 octobre, rien ne l'oblige. Là, il n'est pas là, rien ne l'oblige non plus à être là le 18. Je vous ai dit, il faut lire l'article 428, il faut publier cela dans vos journaux, dans vos organes, pour que c'est clair, ça ne donne même pas lieu à une interprétation. Tout le monde lit, on peut comprendre. C'est-à-dire, il demande à comparaître, demande à être jugé en son absence. Cet avocat le représente. Si au cours des débats, malgré cela, le juge constate qu'on a besoin de lui pour éclairer, parce que c'est lui qui risque une condamnation. Donc c'est lui, en fait, c'est lui qui a intérêt à être là.
Ce n'est pas... c'est lui qui a intérêt à être là. S'il choisit, il le fait à ses risques et périls. Si, au cours des débats, la Cour constate qu'on a besoin de lui pour comprendre, il peut renvoyer. C'est à ce moment qu'on peut renvoyer. C'est qu'on est déjà dans les débats. Mais s'il renvoie, la loi dit, il peut encore dire non, je ne viens pas. La conséquence, c'est que la décision lui est opposable. C'est tout. Donc rien ne l'oblige à venir. Je ne suis pas lui, je ne prends pas la décision à sa place, mais rien ne l'oblige à être là le 15. Et le 18. Donc nous allons rappeler les dispositions. Ce que nous demandons, c'est que la loi soit appliquée. On ne demande pas autre chose. Ce que la loi a prévu, que cela soit respecté. Voilà. Parce que le juge est soumis à l'autorité de la loi. Merci, on va prendre 2 questions. Problème sur le plan procédural. Relaxer, c'est relaxer. Celui qui est relaxé au Bénin-Dessous, il est relaxé. C'est pas parce que la personne est relaxée que sur le plan procédural, ça pose un autre problème. C'est dit, la preuve, il n'a pas fait appel. C'est le parquet général qui a fait appel. Donc c'est le parquet général qui n'est pas satisfait de la décision, qui estime qu'il y a quelque chose qui a fait appel et appel irrégulier. Donc lorsqu'on cherche à vous embrouiller, on dit relaxer au bénéfice de doute, celui qui le dit, il ne comprend pas les choses. C'est relaxer, avant d'être au bénéfice de doute, c'est relaxer. Donc ça produit les mêmes effets juridiques. Donc on ne peut pas condamner celui qui est relaxé, que ce soit au bénéfice de doute ou relaxé purement simplement, on ne peut pas le condamner. S'il est poursuivi avec mandat, lorsqu'on prononce une relaxe au bénéfice de doute contre lui, il sort de la prison. Le mandat est levé. Donc, relaxe au bénéfice de doute et relaxe purement simplement produisent les mêmes effets juridiques. Je suis prêt à tenir le débat devant n'importe qui. Lorsque vous êtes en prison et qu'on vous relaxe, vous sortez. Que la relaxe soit purement simplement au bénéfice de doute, vous sortez. Donc, ça n'a aucune conséquence sur la procédure. Donc, ceux qui le disent, c'est ça qu'il faut le leur dire. Je l'ai dit, cette cour statue en premier et en dernier ressort. Il n'y a que la voie de cassation, et la cassation, ce n'est pas un 3e degré de juridiction. La cour de cassation ne reprend pas, ne rejuge pas, ne reprend pas les faits. Donc, il voit si le droit a été bien appliqué. Et ici, je crois qu'on est sur le terrain du droit. Deuxième question, la tradition des hommes de barreau, comme vous, le lien entre le ministère public et le président de la Cour. Parce que ce matin, moi, j'ai vu des gens, après une suspension de séance, se retrouver tous dans le même bureau. Venir après comme et comme si ce matin, le président de la Cour savait que le ministère public avait quelque chose à dire, quand le mien s'est repris, il n'a pas lui donner la parole, il commence par lire l'article de le lien entre le ministère public. Moi, je vous en sais gré. Si vous posez la question, ça va, vous avez trouvé que c'était anormal. Le ministère public est parti au procès. Donc, il devait être au même pied d'égalité que les autres parties. Et, qui plus est, il est appelant. C'est parce qu'il a fait appel qu'on est là. Pour nous, la justice nous a donné raison. S'il n'avait pas fait appel, on n'en serait même pas là. Alors, comment se fait-il qu'une partie, quelqu'un qui est partie poursuivante, il ne doit pas avoir de contact avec la Cour? Parce que la Cour est indépendante. C'est lui qui vient soutenir l'accusation. C'est lui qui vient requérir la peine. La Cour n'est pas obligée de suivre ce que le ministère public demande. Parce que la Cour est indépendante. Donc ce n'est pas normal que... moi, si vous avez fait ce constat, moi je dis que ce n'est pas normal. Oui, par rapport à ce que vous avez relevé, moi j'ai honte de vous entendre le dire devant la presse nationale et internationale. C'est une pathologie de notre système judiciaire. Ça n'a pas de sens. Juridiquement, c'est absolument inadmissible. La Cour est indépendante et c'est la Cour qui juge. Le ministère public est comme une partie au procès. Je voudrais rapidement vous rappeler l'histoire, ce qui a conduit à ce que le ministère public est appelé à se retrouver sur le même palier que la Cour. L'histoire est partie de la France. Il y avait eu un juge, sinon au départ, au commencement, puisque la France, c'est notre mère d'inspiration et tout ce que nous faisons aujourd'hui en matière procédurale a été hérité de la France. Au départ, le ministère public se mettait au même endroit que les avocats. Mais il fut un temps où un juge qui n'entendait pas très bien a bénéficié de la faveur du ministère public qui, pour lui souffler ou pour lui parler, pour qu'il puisse entendre, se déplaçait et allait à ses côtés. Et c'est à partir de cet incident que le ministère public s'est retrouvé par une erreur de disposition à côté de la Cour. Sinon, en principe, le ministère public doit être où, à l'origine, occupe les mêmes positions que les avocats. Pour vous dire,
qu'en principe, le ministère public, et c'est d'ailleurs pourquoi le ministère public, dans notre système juridique, comme dans celui de la France, n'intervient pas dans le délibéré. Il n'assiste pas au délibéré. Il ne doit pas savoir ce qui se décide. Ce que vous avez constaté, si vous étiez un huissier, ça aurait pu avoir des conséquences juridiques extrêmes. Parce que le ministère public n'a pas le droit, et il faut que ça s'arrête. Vous l'auriez relevé peut-être aussi, qu'il y a des petits mots qui se passent entre le ministère public et le procureur, et le président de la Cour. Comme si le président de la Cour allait chercher une approbation. Vous savez, nous sommes tous des Béninois. Et la seule chose qui nous protège, c'est la loi. Mais cette Cour nous donne l'impression que nous sommes dans un couloir. Et que tous ceux qui y passent vont directement, pas au jugement, mais à la condamnation. Je vous dis, et ce serait mon mot de fin, si le ministère public continue à se comporter comme ça, il viole non seulement les principes cardinaux qui régissent notre droit de procédure pénale, mais aussi les conventions internationales, mais en plus, il viole la sécurité de nous tous. Ça veut dire que c'est plutôt le ministère public qui est le président de la Cour, ce qui, du point de vue juridique, absolument constitue une aberration. Merci. Nous sommes dans un état de droit. Un état de droit, ce n'est pas une incantation. C'est un état assis sur d'abord une constitution qui prévoit des règles prédéfinies. Le garde des Sceaux n'est pas dans son rôle. La compétence d'une juridiction est appréciée par la juridiction elle-même. Et avant qu'elle ne se prononce, il lui appartient de se prononcer d'abord sur sa compétence à connaître des faits qui lui sont soumis. Le garde des Sceaux a outrepassé ses pouvoirs. Il a violé le principe de la séparation des pouvoirs. Et si on était dans un état où nous avons confiance en la Cour constitutionnelle, ses propos devaient être déclarés anticonstitutionnels. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, la criette est compétente pour connaître de cette affaire. Et il dit au fond, il revient à la criette de se prononcer. Mais qu'est-ce qu'il dit? En fait, il conditionne la criette. Parce que la notion de compétence, c'est un contentieux juridique qui peut être discuté devant la criette. Et il appartiendra à la criette d'apprécier au regard de notre droit positif si elle est compétente ou pas. Mais le garde des Sceaux anticipe, puisque c'est eux qui ont nommé les juges. C'est eux qui ont créé la criette. Et la criette siège au ministère, dans le bâtiment qui est censé abriter le ministère de la Justice. D'abord, ça, c'est une incompatibilité qui me pose problème personnellement. Parce que la justice, le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir. Ce n'est pas possible. Et lorsque j'entends le garde des Sceaux, alors que pour une affaire qui est pendante, venir nous parler de la compétence, c'est une aberration. C'est une erreur qu'il ne faut plus jamais reprendre. Le garde des Sceaux, c'est un confrère, mais ce n'est pas ce que le droit enseigne. Je vous remercie. Je voudrais ajouter quelque chose. Dans ces cas-là, aucune juridiction, la cour de répression que nous évoquons, ne peut prendre en charge une telle affaire. Je vous confirme que ce jugement est définitif. Pour qu'un jugement soit définitif, il faut que personne n'ait interjeté appel de manière recevable. Pour interjeter appel d'un jugement devant vos juridictions au Bénin, chacun a un délai de 15 jours pour interjeter appel. Il doit le faire au greffe du tribunal correctionnel, tribunal de première instance. Nous avons la certitude que personne n'a interjeté appel auprès de ce greffe de ce tribunal. Reste alors une deuxième possibilité d'appel, ça n'est plus en 15 jours, mais c'est en 2 mois, c'est beaucoup plus long. Et qui a le droit, le pouvoir et les moyens juridiques d'interjeter appel à ce moment-là? C'est le procureur général, c'est-à-dire le procureur près la cour d'appel. Et dans ces cas-là, vous avez un texte. Ce dossier m'a permis de mieux comprendre votre législation. Vous avez un texte qui dit expressément, à peine d'irrecevabilité d'un appel qui aurait été donné, ce texte dit que le procureur général a l'obligation d'interjeter appel auprès de qui? Auprès du greffe de la cour d'appel. Et nous avons la certitude, parce qu'un huissier est allé au greffe de la cour d'appel, après le délai de 2 mois,
Le délai de 2 mois expirait au 4 janvier 2017. Votre question est précise. Je dois vous répondre précisément, excusez-moi. Nous sommes allés le 11 janvier 2017. Un huissier s'est présenté. Un auxiliaire de justice assermenté. Un huissier est un auxiliaire de justice assermenté. Et il a dressé procès-verbal. Il a questionné le greffier et acté, noté ce qui a été répondu. Il a vérifié le document sur lequel se trouvent inscrits les appels. Et il a constaté qu'aucun appel n'a été interjeté par le procureur général. Ce jugement est donc devenu définitif. Mais cependant, parce que c'est parfois surprenant et je découvre au moins une dizaine de surprises dans ce déplacement dans votre si joli pays, nous découvrons plus tard que le procureur général a, oui, interjeté appel. Oui, il a interjeté appel. Mais il ne l'a pas fait où il fallait qu'il le fasse. Peut-être s'est-il trompé, peut-être c'est une erreur de jeunesse, je ne connais pas ce procureur. Mais il est allé au greffe du tribunal pour interjeter appel. Et là, cet appel interjeté est irrecevable, n'existe pas. Donc oui, madame, ce jugement est définitif. Et selon l'adage non bis in idem, on ne peut pas être jugé 2 fois pour des mêmes faits. Deuxièmement, par rapport à la Cour, vous posiez la question, est-ce que cette Cour est en droit de juger cette affaire? Pour les raisons précédentes que je vous ai indiquées, vous conviendrez que, évidemment, elle ne peut pas juger cette affaire. Mais c'est encore plus important lorsqu'on lit la loi de 2018-13 qui a installé cette Cour. Car cette Cour ne peut statuer que dans 2 cas. Certes, pour les affaires d'infraction économique, certes pour les affaires de terrorisme, certes pour les affaires de trafic de stupéfiants, mais dans 2 cas juridiques au niveau procédural, en matière de flagrant délit et s'il y a un arrêt de renvoi de sa commission, sa chambre d'instruction, en matière de flagrant délit et s'il y a un arrêt de renvoi par sa chambre d'instruction. On n'est pas dans le flagrant délit, on l'a bien compris, cette affaire dure depuis octobre 2016. On n'est pas dans le flagrant délit. Sommes-nous dans un arrêt de renvoi de la chambre d'instruction? Non. Il n'y a eu aucune instruction. La chambre n'a d'ailleurs jamais été saisie. Et si elle avait été saisie, elle l'aurait été quand? Je rappelle que la criette a été installée de mémoire le 27 août 2018. C'est une gamine qui vient de se positionner, qui est en train de fleurir, qui est en train de grandir, qui veut prendre position peut-être un peu rapidement. Mais en tout état de cause, sa chambre de l'instruction n'était pas en mesure d'instruire. Et dans le dossier ne figure aucun arrêt de renvoi. Et je terminerai parce que vraiment, j'ai trouvé ça inadmissible. Quelqu'un est renvoyé 8 jours avant dans une procédure où il risque 20 ans de prison incompressible et nous n'avons pas accès au dossier? Je veux dire, moi, Marc Ben-Simon, avocat, 34 ans d'avocature, je n'ai pas accès au dossier? Je ne peux pas le voir, ce dossier? Mon client risque 20 ans? Je ne pourrais même pas faire appel pour lui et je n'ai pas la possibilité d'être à armes égales avec les juges. Ces juges qui ont le dossier entre les mains, qui ont eu le temps peut-être de l'analyser, ce dossier date d'il y a 2 ans. Et moi qui apprends jeudi dernier que mon client est convoqué pour affaire le concernant, je me suis dit, mais peut-être qu'il a fait un excès de vitesse et que c'est pour ça qu'il affaire le concernant. Peut-être qu'il a commis une petite infraction, je n'en sais rien. Je plaisante un peu parce que c'est quand même important de plaisanter aussi, mais savoir qu'en 5 jours de temps, on a réussi, et maître Moustapha, ici présent, a réussi à réunir un collège de confrères sérieux, dévoués, travailleurs. Nous avons, nous, réussi à venir en urgence pour préparer cette défense sans savoir et sans avoir accès au dossier. Enfin, attendez, vraiment, c'est normal, de manière humble. C'est normal de dénoncer ces éléments-là parce qu'ils sont, au niveau du droit, parfaitement inadmissibles. Merci. Merci, cher confrère. Merci.